de milieux ruraux à monter leur entreprise. En parallèle, je co-dirige un incubateur politique qui s'appelle Civil Impact. Voilà. Et donc, j'ai lancé le podcast Influence, dans lequel j'interviewe des gens qui ont un impact positif sur la société, entre autres des entrepreneurs sociaux, des acteurs associatifs et politiques, des avocats pénalistes, par exemple, des journalistes, des enseignants. L'objectif étant de comprendre leur parcours et de tirer des leçons de leur itinéraire de vie. Voilà. Et tu publies pareil Ouais, au début, je publiais toutes les semaines, mais c'était avant que j'ai d'autres engagements associatifs. Donc maintenant, c'est un petit peu compliqué, donc ça va plutôt être toutes les 2 semaines. Ok, trop bien. Et du coup, d'où t'es venue l'idée de lancer ce podcast? Par quel chemin t'es un peu passé jusqu'à la publication de ton premier épisode? L'idée, c'était vraiment de légitimer des rencontres avec des personnes que je ne pouvais pas trop rencontrer comme ça tous les jours, en fait. Je suis passionné d'entrepreneuriat social, j'ai envie de bosser là-dedans plus tard. Et je me suis dit que le meilleur moyen de comprendre comment les personnes qui avaient réussi dans ce milieu, comment elles l'avaient fait, c'était de discuter avec elles. Et donc, j'ai commencé à contacter des personnes sur LinkedIn en leur envoyant des messages. Voilà, je lance un podcast, est-ce que ça te dit d'être mon invité? Vous serez étonné, la plupart des gens, même les gens un peu, entre guillemets, importants, comme président de la Croix-Rouge ou du Secours catholique, par exemple, ils répondent tous oui. Donc, n'hésitez pas là-dessus. Et donc, l'idée, c'était surtout de légitimer des rencontres avec des gens inspirants pour découvrir leur parcours et obtenir des conseils. Trop bien. Et l'objectif pour toi, c'était surtout rencontrer ces personnes et après partager les interviews, parce que c'est des personnes que finalement on n'a pas facilement, enfin on va pas déjà les rencontrer facilement, mais aussi il n'y a peut-être pas forcément beaucoup de contenu sur ce qu'elles font au quotidien, leur organisation et tout. Après, sur l'entrepreneuriat social, il y en a de plus en plus du contenu, mais c'est surtout, en fait, je me suis un peu basé sur mon expérience d'étudiant en école de commerce. Je voyais beaucoup de mes potes et qui faisaient pas trop le choix justement d'aller bosser dans l'entrepreneuriat social ou qui, je trouvais, faisaient les choix d'aller bosser dans des milieux qui voilà, n'amélioraient pas forcément la société. Et je m'étais dit, l'un des objectifs que je peux me fixer avec le podcast, ça serait de montrer qu'on peut concilier tout à fait carrière et impact positif. Et donc, derrière, l'objectif, c'est de pousser les gens à s'engager. Mais après, il y a différentes formes d'engagement. Mais c'est un petit peu mon cheval de bataille. Voilà. Ok, trop bien, merci. Et toi, Kelly, du coup, c'était pour... Enfin, t'es passée par quel un peu parcours pour en arriver à Insensé? Le podcast Insensé, il a commencé un peu par des discussions informelles sans micro. Je cherchais à... En fait, je prenais des cafés ou des déj avec des personnes qui me semblaient inspirantes dans la manière dont ils avaient aligné ce en quoi ils croyaient, un peu leur bataille quotidienne, qui parfois a un impact social ou environnemental, mais pas seulement. Vraiment cette recherche d'alignement interne, quoi. Et petit à petit, l'idée de prendre le micro, d'embarquer le micro, parce que ces conversations étaient tellement passionnantes, j'en parlais autour de moi et ça s'est fait de manière assez organique. Ma quête, en fait, c'est parti d'une quête très personnelle, d'aligner ce que je faisais et ce en quoi je croyais. J'ai beaucoup travaillé, donc mon métier d'avant, c'était d'accompagner les startups en phase de lancement. Et dans les différents entrepreneurs, sur les différents projets avec lesquels j'ai bossé, il y avait souvent, au fil de l'eau, au fil du projet, le projet qui perdait son... qui perd un peu, ou même la dernière personne qui était rentrée dans le bureau qui faisait prendre au projet une direction totalement différente. Et voilà, l'idée, c'était de réaligner tout ça, ou en tout cas de mettre en lumière ceux qui s'efforçaient de le faire. D'abord de mon réseau, et aujourd'hui, j'élargis bien plus qu'à mon réseau, parce que ça me permet justement de rencontrer des personnes qui n'y sont pas. Okay. Et tu sélectionnes des personnes que tu t'as déjà en tête ou comment tu trouves ces personnes-là un peu? J'ai commencé par lister dans mon réseau des personnes que je voulais interviewer, plus ou moins accessibles. Et les premières, je me suis concentrée sur la personnalité plus que leur notoriété, en me disant que, donc par exemple, il y a cet ancien avocat qui est devenu yogi et qui applique la méthode Iceman, enfin la méthode Wim Hof, qui est une méthode de respiration. Et j'avais envie de comprendre ses chemins de traverse
Il y a aussi, je sais pas, un street artist qui était anciennement dans la finance et pour comprendre justement comment son parcours de réalignement de ses valeurs avec ce qu'il faisait au quotidien fonctionnait. Et d'autres personnes où c'était hyper évident, comme une nana qui travaille beaucoup sur la parité homme-femme et sur des sujets autour de plus de femmes dans la tech. Qui fait partie de mon réseau. Je ne sais pas si ça répond vraiment à la question, mais en gros, c'est plus la personnalité et le parcours que je vais tomber sur eux un peu par hasard ou bien je les connais à une ou deux poignées de main. Ok. Non, mais c'est cool, c'était un peu pour se donner une idée du type de personnes que tu pouvais accueillir dans les interviews. Ils ne sont pas que entrepreneurs, en tout cas. Ils peuvent être artistes, artisans, connus et pas connus. Ok, trop cool. Et du coup, j'en viens à ton podcast Storyline, Naomi. Toi, c'est venu de ton métier, c'est ça? Yes. Ouais, bah, du coup, ça va me permettre de rebondir parce que j'ai complètement oublié de dire ce que je faisais à côté du podcast. Et du coup, jusqu'à il y a 1 an, j'étais responsable marketing opérationnel de Numa, l'accélérateur de start-up que j'ai quitté pour me lancer en freelance. Et donc, en fait, je me suis retrouvée à bosser avec pas mal de startups, d'entrepreneurs qui commençaient leurs efforts de marketing et qui n'avaient pas forcément beaucoup de budget. Donc, l'idée était de capitaliser sur l'inbound marketing et le content marketing pour faire entendre un peu leur voix, leur message. Et je me suis retrouvée à devoir complètement reconstruire mon métier parce que j'apprenais beaucoup de ces entrepreneurs. Ils avaient tous des industries différentes, des enjeux différents. Donc, en fait, j'ai eu assez rapidement le besoin de rencontrer des pairs et de continuer à apprendre et à m'éduquer sur le métier que je faisais. Et du coup, The Storyline, c'était au début un objectif de rencontrer d'autres content marketeurs et des gens qui travaillaient dans le storytelling. Donc, pour l'instant, c'est très entreprise, mais j'aimerais bien aller plus loin et aller dans, je ne sais pas, l'univers du théâtre, de la culture, pour en fait comprendre quels sont les outils et les astuces de tous ces gens qui font leur métier et qui le font très bien. Et ensuite, l'objectif s'est un peu élargi. Et je me suis dit, au-delà en fait, de l'objectif un peu égoïste ou en tout cas individuel d'apprendre et de continuer à apprendre, mais en fait, je me suis dit, il faut que je trouve un format pour partager ces apprentissages, partager ces connaissances et ces outils que je récupère. Et le podcast m'est apparu comme un des formats les plus pertinents. Okay. Et justement, et pas cher. Et justement, tous les trois, si vous aviez, je sais pas, 1 ou 2 conseils à me donner à moi, j'ai envie de me lancer dans un podcast, qu'est-ce que vous pourriez me dire en priorité? Que ce soit par rapport au contenu ou par rapport à la mise en place d'un projet ou je sais pas. Quel serait le premier La première chose qu'on peut te dire, c'est de ne pas hésiter. Enfin, pour rebondir un petit peu ce que j'ai dit en intro, c'est que la très grande majorité des gens, ils aiment bien parler d'eux, en fait. Donc, la plupart, ils vont te dire oui quand tu vas leur demander de faire un podcast. Donc, c'est de ne pas hésiter, notamment à le faire sur LinkedIn. Je trouve que ça fonctionne très bien de leur envoyer un petit message en expliquant ta démarche. Et ensuite, c'est de commencer bien avant de lancer ton podcast. C'est-à-dire de commencer tes interviews, par exemple, si tu veux le lancer en septembre, moi, je te conseillerais de commencer en mai ou juin. Comme ça, tu as le temps de voir venir, tu as le temps de réenregistrer tes premiers épisodes s'ils sont nazes. Moi, ce qui était le cas, de les recommencer, d'en avoir d'avance. Parce que sur les podcasts, justement, on interviewe des personnes qui sont assez occupées. Donc, il y en a pas mal qui vont annuler au dernier moment. C'est quelque chose qu'il est compliqué d'éviter. Donc, ne pas hésiter et surtout t'y prendre à l'avance, moi, je dirais. Ok. Moi, j'avais utilisé un petit trick à un moment donné, enfin, avant de publier un podcast, parce que du coup, dans l'enregistrement de mes premiers épisodes que je n'ai jamais publié et que j'ai mis quelque chose comme 3 ou 4 mois à écouter parce que j'avais trop honte de ma voix. J'avais commencé par lancer un site web avec une landing page et un outil de growth qui est Landbot, qui est un genre de petit bot, un chatbot avec lequel tu discutes. Et l'idée, c'est en fait, de récupérer les préférences podcast des auditeurs, à savoir la durée d'un épisode, qu'est-ce qu'était le sens à leurs yeux. Enfin, j'ai posé une panoplie de questions qui est d'ailleurs encore sur mon site web, que j'ai jamais enlevé, mais que je ne consulte plus tellement les réponses. Mais l'idée, c'était en gros de récupérer un certain nombre de données, de savoir peut-être si cette première communauté, qui j'imagine est mon entourage, peut-être une poignée de main en plus, savoir quelles étaient leurs préférences et savoir s'ils avaient des invités à me recommander. Et du coup, c'est toujours mieux, à mon sens, si on n'a aucun lien, d'avoir quelqu'un qui nous recommande, qui nous fait une intro.
Mais comme tu dis, Antoine, il y a pas beaucoup de barrières à l'entrée pour les premières interactions et les gens acceptent hyper facilement. Je suis hyper alignée avec ça. Après, moi, si je peux juste ajouter là-dessus, sur ce que vous avez dit, je pense, avant de se lancer, il faut se poser la question vraiment du pourquoi. Pourquoi un podcast et pourquoi ce podcast, pourquoi ce sujet? Parce qu'une fois que tu t'es lancé, il faut maintenir le rythme, mais c'est pas forcément évident. Du coup, moi, ce que j'avais fait avant de commencer, c'est que j'avais fait un pitch deck de mon podcast. Un peu comme si je le pitchais, je sais pas, à un boss imaginaire, vu que j'en ai plus maintenant, mais pour un peu mettre mes idées sur le papier, enfin sur des slides en l'occurrence, et pour un peu structurer le projet. Je pense que, et d'ailleurs, ça m'a servi parce qu'ensuite, je l'ai envoyé à mes potentiels invités et ça a contribué à les convaincre de venir me parler. Mais je pense que c'est une bonne manière d'acter le projet et l'intention. Une feuille de route où tu peux te référer à chaque fois pour... Ouais, bah, j'étais vachement inspirée par, je vais faire sa promo, mais par Valentin Decker, pardon, l'ancien copywriter de Live Mentor. Je ne sais pas si certains d'entre vous le connaissent. Et il avait écrit un long article sur comment créer son podcast et le pourquoi. Et je m'en suis vachement inspirée, c'était top. Et il conseillait entre autres de se poser la question du why avant de se lancer. Okay. Ouais, et je pense qu'il te fait tenir aussi dans la durée de se dire pourquoi tu fais ce que tu fais. Je sais qu'on va aborder différentes questions autour de ça, même autour de l'analytique. C'est à chaque fois, tu en reviens au truc pourquoi tu fais ce que tu fais. C'est ce qui te permet de continuer à enregistrer parce que c'est quand même assez chronophage cette histoire. Pour répondre à la question de Joachim dans le chat, je pense que si on partagera des ressources à la fin ou dans le récap. Oui, je l'ai encore. Donc, voilà. En revanche, il n'est pas très beau, il faudra me pardonner. Non, mais c'est cool pour avoir un exemple de ce que tu as pu faire. Du coup, juste pour avoir un peu plus de détails sur comment concrètement on enregistre un podcast, comment ça se passe, dans quelle salle il faut se mettre, avec quel type de micro, quels sont un peu les trucs qu'on n'a pas forcément conscience au départ et on se retrouve face à notre invité au micro et en fait il y a plein de trucs qui changent. Est-ce que vous pourrez nous en dire plus sur comment vous êtes fourni en termes de matos et en même temps d'une organisation pour mener un podcast à bien. Ouais. Ce qui est important à dire, je pense, c'est qu'en podcast, on peut le voir un peu comme une start-up. L'objectif, c'est de bootstrapper, c'est pas d'acheter des micros à 1000 balles pour démarrer. Pour ma part, je les ai achetés d'occasion 100 euros et ça me suffit largement. Je les utilise toujours aujourd'hui. Peut-être que mon son est un peu artisanal, après, je ne sais pas. Mais vraiment, un podcast, on peut le démarrer avec quasiment rien du tout. Un ordi et un micro, ça suffit. Et ensuite, le conseil que je donnerais, parce qu'au début, j'en avais pas conscience, c'est de ne pas enregistrer dans des salles trop petites. Parce que sinon, après, ça résonne et le son est vraiment, vraiment dégueulasse pour le coup. Donc voilà, moi, c'est les 2 points que je voulais aborder. Et sinon, en termes de logiciel, pour ma part, j'utilise GarageBand. C'est vraiment très, très facile d'utilisation. Moi qui suis un handicapé des technologies, franchement, c'est top. Voilà. Je ne sais pas ce que vous utilisez. Je ne sais plus ce que vous utilisez, Naomi et Kelly. Alors moi, du coup, j'ai fait comme toi, j'ai essayé de bootstrapper. J'ai acheté un micro Blue Yeti. Ça coûte, je crois qu'il est à 149 sur Amazon. Et du coup, à part le micro, j'utilise pour... Ben non, moi, c'est pas le même. Je vais aller le chercher après parce que je vous montrerai, il est un peu plus long. Et pour monter, j'utilise un logiciel qui s'appelle Audacity, qui, pareil, est gratuit et assez pratique. Et pour diffuser et broadcaster, avoir un flux RSS, j'utilise un logiciel qui s'appelle Anchor, comme une encre en anglais, et qui est pareil, gratuit. Et juste rajouter que pour diffuser les podcasts, le site Ocha, c'est clairement ce qu'il y a de plus facile à utiliser, c'est AUSHA, voilà, comme ça. Et l'objectif, c'est que quand tu as fini le montage de ton épisode, tu le mets au format MP3, tu l'uploades sur le site et après, il diffuse sur toutes les différentes plateformes que tu as choisies, que ce soit Apple Podcast, Spotify, différentes plateformes. Et donc, tu le fais une fois et tu n'as pas à le faire 20 fois. Ouais, c'est un gain de temps immense. J'utilise Ocha aussi de mon côté. Et concernant le matos, au début, j'ai squatté des matos de potes qui bossaient dans le ciné ou qui avaient des micros et tout. Et ensuite, je me suis équipée. Je n'ai pas acheté d'occasion. J'ai acheté un H4N
Et dessus, je branche 2 micros qui sont les SM58. J'ai purement et simplement pompé le matos de, comment il s'appelle, Antonin Archer de Nouvelle École, qui avait publié sur son site à l'époque le matos qu'il utilisait. Je trouvais ça propre et donc j'ai repris ça. Et logiciel de montage GarageBand aussi. J'avais l'impression que j'étais la seule à utiliser des logiciels parce que c'est assez simpliste. C'est relativement... Enfin, on ne peut pas tout faire, mais c'est largement suffisant pour l'utilisation d'un podcast. Clairement. Et c'est vrai que Audacity, moi, j'ai eu beaucoup de mal à me mettre dedans. Je ne sais pas pourquoi. Je ne sais pas si c'est parce que le logiciel est profondément moche que j'arrive pas à me mettre dessus, mais ça m'a pris... J'ai un peu laissé tomber. J'utilise pour quelques fonctionnalités comme j'enregistre et ensuite je dois amplifier le son. Du coup, j'amplifie le son sur Audacity et ensuite je fais mon montage sur GarageBand. Là, pour amplifier le son, tu as un truc qui s'appelle MP3 Louder et c'est vachement simple d'utilisation. Et ben voilà. Tu as juste à upload ton MP3, tu fais augmenter le son et puis il te le sort bien comme il faut. Franchement, c'est très très simple. MP3 Louder, ok. Ouais, merci. Sur le... Chambé. Tac, voilà. Et après, au niveau des plateformes de diffusion, du coup, vous diffusez partout iTunes, Apple Podcast, c'est ça? Ouais. En gros, tu le fais sur Ocha et ça va diffuser sur différentes plateformes. Sauf SoundCloud où il faut créer un compte en plus. Mais par exemple, Ocha, il faut que tu crées au préalable des comptes sur chaque plateforme? Il te guide. Ouais. Il te guide au démarrage. Il t'accompagne en fait dans la création de chacune de ces plateformes. Donc iTunes reste quand même, en tout cas sur mes analytics, les écoutes 50%, voire un peu plus des écoutes. Et il te guide sur chacune des plateformes. Parfois, ils arrivent à te créer un compte automatiquement. Et parfois, tu as 2-3 manipes à faire, mais c'est hyper bien fait. Ok. Donc ça, c'est facile. Trop cool. Et pas besoin d'être un geek. Et après, au niveau des réseaux sociaux, etc., vous publiez sur tous les réseaux sociaux. J'ai vu, parce que je vous ai tagué sur LinkedIn, j'ai vu que Antoine et Kelly, vous aviez un compte LinkedIn pour le podcast. Noémie, je ne crois pas l'avoir trouvé. Et du coup, je voulais savoir, justement, jusqu'où on doit préparer sa com en ayant des comptes Instagram, LinkedIn, je sais pas, Facebook, un groupe pour les auditeurs ou quelque chose comme ça. On en avait déjà un petit peu discuté, mais la dernière fois en disant que c'était pas forcément la partie la plus cool des podcasts derrière de rediffuser les liens. Mais malgré tout, pour ma part, j'ai Facebook, j'ai Twitter, Instagram et LinkedIn. Donc je me contente de publier les liens de chaque épisode sur ces réseaux sociaux-là. Ça reste indispensable quand même. Ça reste indispensable. Mais clairement, moi, c'est ce qui m'ennuie le plus à faire. Il y a je crois que c'était Pénélope Boeuf qui disait ça en termes de promotion. Donc là, on ne parle pas vraiment de digital, mais elle disait il n'y a pas une journée où qu'elle passe sans parler à quelqu'un qu'elle a rencontré ou à quelqu'un dans la journée de son podcast. Elle a atteint les 2 millions de vues. Oh, putain, je me rappelle plus de ses stats, mais bon, bref, elle a fait de beaux paliers. Je pense que ça, c'est une des promotions à prendre en compte, de se dire, quand tu lances un podcast et que tu as quelque chose qui te tient à cœur, parce que tu sais pourquoi tu fais ce projet-là, pourquoi tu tiens ce podcast-là, de se dire que chaque personne que tu rencontres, c'est aussi un potentiel auditeur ou un potentiel évangéliste, quelqu'un qui va promouvoir ton podcast. Après, moi, j'avoue que autant marketing pour les startups, c'était mon dada pendant un moment. Et depuis que j'ai lancé le podcast, j'adore interviewer, mais je passe très, très peu de temps sur la promotion. Je passe un peu de temps quand même sur mon compte Instagram, où justement, j'utilise un peu c'est le podcast en quête de sens, mais tous les visuels sont un peu fucked up. L'idée, c'est des collages ou des inspirations visuelles que je trouve un peu curieuses et déroutantes. Donc, j'articule la communication du podcast autour de ça. Je vous invite à aller me suivre. et sinon, ouais, je publie un petit peu sur LinkedIn, mais je ne pense pas être des plus, exemplaires en termes de communication sur le podcast. Et par exemple, avec ton compte Instagram, ça te ramène des auditeurs ou ça te fidélise une communauté? Ouais, ça me ramène... Ouais, les deux. Les deux, certains viennent pour les visuels un peu perchés et tombent sur le podcast.
Mais encore une fois, je ne fais pas beaucoup de growth dessus, donc ça reste... je pourrais passer beaucoup plus de temps, seulement le temps que j'alloue insensé et plus sur l'organisation des interviews. Je poste régulièrement, mais je ne vais pas forcément aller chercher du follower à la mano ou sur des actions de growth particulières, quoi. Ça m'arrive de me prendre un élan de motivation, mais ça reste plus occasionnel qu'autre chose. Ok. Je ne sais pas si tu as envie de rajouter quelque chose, Noémie. Sinon, on peut passer sur justement cette question de taille de temps et combien de temps ça prend de faire de A à Z un épisode, combien de temps vous allouez au montage, au mixage et à la communication ou ces choses-là. Ouais, je vais peut-être quand même rebondir parce que moi, c'est assez différent de vous deux, Kelly et Antoine. Au final, moi, mon podcast, l'idée, c'est vraiment de récupérer des conseils activables pour la création de contenu. Et du coup, le podcast en soi, c'est une bonne manière de découvrir des cas d'usage, d'aller un peu voir ce qui se passe dans des startups. J'ai par exemple parlé à Itch, à Deezer, etc. Mais en soi, quand tu parles d'outils et de trucs, il faut bien les lister, les donner aux auditeurs, etc. Donc en fait, pour moi, le podcast, c'est plus un moyen d'attirer en gros des auditeurs. Mais ma vraie plateforme, ça va être une newsletter que j'ai créée, qui s'appelle The Storyline aussi, qui est sur Substack. N'hésitez pas à vous inscrire, je fais la pub aussi. Parce qu'en fait, finalement, le format écrit, pour moi, c'est plus simple de donner des articles, des ressources, des conseils, etc., de manière un peu plus digeste pour les gens qui vont le lire. Et donc, en gros, j'ai un rituel, c'est qu'à chaque fois que je fais un épisode, je vais préparer 2 ou 3 supports visuels ou écrits que je vais publier sur LinkedIn à différentes échéances, avec comme call to action la newsletter. Donc, je travaille beaucoup plus sur, et je suis seulement sur LinkedIn d'ailleurs, parce que je considère que c'est le meilleur endroit pour m'adresser à des content marketers. Je n'ai pas d'autres canaux de diffusion du podcast. Mais l'idée est que le podcast va servir une communauté que je voudrais consolider plutôt sur Substack parce que ça permet d'interagir et que les gens me répondent plutôt que ce soit uniquement moi qui parle. Ok. Voilà. Et ouais, du coup, tu as ta newsletter et tu as un site en plus pour remettre un peu l'ordre de tes podcasts, etc. Ouais, j'avais fait un site quand je me suis lancée en freelance il y a 1 an sur Webflow, qui est le meilleur outil de la planète et du monde, qui est un super outil pour créer des sites web en no-code, donc sans savoir coder, mais avec la même qualité que du développement web. Et du coup, sur le site, je publie l'article, en effet, enfin l'épisode, et puis je vais le partager sur LinkedIn avec des supports visuels et le remettre dans ma newsletter. C'est toute une boucle, c'est un peu le truc de schizophrène, mais, mais ça marche plutôt bien. Il y avait une question dans le chat sur les dates de lancement et les nombres d'écoutes. On peut peut-être y répondre un tout petit peu après. Moi, ce qui m'intéressait dans la partie organisation, c'était de savoir combien de temps ça prenait, parce que j'arrive pas à visualiser exactement le temps de l'interview, du montage, de comment le relayer après. Je sais pas qui veut commencer. Yes, moi je peux vous dire. Au départ, entre la préparation de l'interview, moi c'est ce qui me prend le plus de temps et c'est ce que je préfère faire aussi, donc quasiment, enfin avec l'interview en elle-même, mais je pense que je passe bien 2 à 3 heures. Parce que comme je vous avais dit une fois, je regarde tous les liens des 5 premières pages Google, toutes les interviews, toutes les vidéos YouTube, j'écoute les podcasts. Le but, c'est vraiment de tout savoir sur la personne. Ça fait un peu stalker, mais c'est de tout savoir. Donc 2-3 heures là-dessus, plus après 1 heure, 1 heure et demie pour l'interview en elle-même. Et puis après, maintenant, je pense qu'au niveau montage et relais, j'ai un peu réduit. Donc je vous avais dit 8 heures au début, mais maintenant, je dirais plus 6 heures par épisode. Vas-y, j'enchaîne. Je ne calcule pas le temps que je passe dessus, mais je pense que c'est beaucoup trop et je pense que ça se rapproche grandement de Antoine dans le sens où la préparation de l'épisode, c'est beaucoup de lecture et de visionnage de contenu qui existe déjà sur cette personne ou sur les projets qu'elle a fait ou entrepris. J'essaye toujours de trouver un angle d'attaque qui n'a pas du tout été exploré dans ces interviews-là ou dans ces contenus-là.
des citations ou des éléments qui dérangent ou qui déroutent un peu. Mon objectif, c'est vraiment de rentrer dans l'intimité de la personne que j'interviewe, parce que dans la quête de sens, il y a aussi parfois des blessures, il y a parfois des traumas, il y a parfois des choses hyper perso qu'on va aborder. Et j'essaye de les déceler à travers ces interviews. Donc, je passe plus de temps sur cette préparation. Ça me permet de créer un texte un peu punchy qui va introduire l'invité en début d'épisode, que je lis à l'interviewé avant qu'on commence à enregistrer pour valider les datas que j'ai récupérées à droite à gauche et m'assurer que l'intro lui plaît bien. Et ensuite, donc, il y a l'enregistrement qui me prend en moyenne... je bloque en général un credo de 2 heures avec l'interviewé. Ça, je pense que c'est assez important parce qu'au début, je disais, ouais, c'est bon, ça va durer 1 heure, tchic-tchac. Et en réalité, le temps que la personne arrive, s'il y a du retard, plus le fait de reposer l'intention du podcast en disant, voilà, on est en quête de sens, toutes les anecdotes qui concernent ta vie, les chemins de traverse que tu as pu prendre, c'est des anecdotes où les gens vont pouvoir s'identifier. N'hésite pas à partager du perso. Enfin, en gros, les petites guidelines d'interview avant qu'on commence à démarrer le micro, ou ce qui d'ailleurs me permet de tester le micro. L'interview dure 1 heure en enregistrement, et bien 2 heures. Vous m'avez perdu ? On a loupé peut-être un tout début de ta phrase. Je n'ai pas une très bonne connexion. Donc ouais, qu'est-ce que je disais ? Si donc l'enregistrement dure 1 heure, il faut bien prévoir 2 heures avec la personne, quitte à ce que vous la libériez 1/2 heure plus tôt, quoi. Et ouais, et après, dans le mixage et tout, ça te prend pas plus de temps que ça ? Pardon, autant pour moi. Une interview d'1 heure, ouais, ça peut prendre 2 heures, 2 heures et demie. Parce qu'en gros, j'extrais de ces interviews des citations qui vont me servir sur le compte Instagram. Parce que du coup, mon compte Instagram, c'est une photo, une quote, une photo, une quote. Et les citations sont pas forcément des interviewés. Ça peut être des citations de Gandhi ou je sais pas qui, des citations inspirantes un peu autour du sens ou de la quête d'alignement. Mais du coup, il faut extraire un peu le jus et ça permet aussi de créer les contenus qu'on publie sur Ocha. Quand on publie un épisode, on va mettre donc le fichier audio et ensuite on va dire bon bah voilà, aujourd'hui je suis ravie de recevoir Alice Zaguri. Alice c'est blablabla, donc je présente l'interviewé et ensuite je dis dans cet épisode on parle de 1, 2, 3, 4, 5. Donc ça forcément c'est pendant qu'on fait le montage qu'on va extraire 2-3 données qu'on va publier ensuite sur le contenu de l'épisode sur les différentes plateformes d'écoute. Ok. Ouais, donc bien penser à, pendant le montage, prendre des notes, etc. Ouais, histoire de gagner du temps. C'est vraiment ça. On cherche chaque micro-minute à optimiser parce que, en fait, l'enregistrement, les allers-retours, trouver un rendez-vous, plus ensuite le montage, c'est que des choses qui prennent vachement de temps. Ouais, c'est hyper chronophage. Qui sont difficiles à compresser. On a perdu Kelly. Bon. Ouais. C'est ça bon. Va. Noémie, tu voulais peut-être ajouter ton point de vue là-dessus ? Ouais, moi, du coup, je suis un peu comme Kelly, j'ai jamais vraiment chronométré le temps que je passe, mais je sais que je passe 3 jours par semaine sur des clients et 2 jours sur les projets perso, donc c'est pas plus de 2 jours par épisode, tant mieux. Mais globalement, moi, mes épisodes, ils durent entre 20 et 30 minutes. Donc au final, l'enregistrement, il dure jamais plus d'1 heure parce que c'est leur métier, ils arrivent, ils savent un peu de quoi ils vont parler. Après, ça dépend si on va prendre un verre ou pas, parce que j'enregistre toujours le soir, donc ça peut durer longtemps, mais c'est du kiff. Et c'est surtout le montage qui me prend bien pour 25 minutes d'audio. Je pense que le montage me prend entre 1 heure et 2 heures. J'ai vu une question qui m'a fait marrer. Vous enlevez pas les E et autres problèmes d'enregistrement. Mais mon premier épisode, j'ai essayé de tous les enlever et ça m'a pris 3 heures. Donc j'ai abandonné. Je me suis dit que ça allait faire plus authentique de les laisser. Mais bien sûr, il faut enlever à certains moments, tu cafouilles, il faut parfois un peu réagencer l'épisode. Et moi, ce qui me prend le plus de temps, c'est que je retranscris l'épisode et ce qu'on se dit sous forme d'interview écrite pour mettre sur mon blog, pour envoyer dans ma newsletter, pour avoir du contenu. Et comme Kelly, j'essaye de récupérer un peu les takeaways de ce qu'on s'est dit pour les donner directement aux auditeurs qui n'ont pas forcément envie d'écouter le podcast. Et ça me prend, franchement, ça dépend, mais ça peut me prendre 4 heures. Pour avoir un contenu hyper
Enfin, entre ce que tu communiques à l'écrit et ce que tu communiques dans ton podcast, que ce Ouais, soit bah, hyper... après, c'est pratique puisque ça permet d'avoir plein de supports et de contenus différents. Tu as un audio, enfin un podcast. Tu peux faire 4-5 visuels en fonction des key takeaways du podcast. Tu peux écrire 2-3 articles que tu peux poster à différentes échéances sur ton blog, que tu peux remettre dans une newsletter. Donc en soi, c'est ultra, en termes de ROI sur le temps passé, le ROI est positif. Mais pour le faire, c'est très chiant. Très bien. Et du coup, là, quelques conseils actionnables pour les personnes qui voudraient se lancer et avoir des petits, je sais pas, une petite méthodo ou si vous aviez des choses à rajouter sur ce que vous avez partagé. Enregistrer son jingle. Les 2 premiers épisodes, je refaisais à chaque fois bonjour et bienvenue sur ce storyline. Je suis Noémie Kerr. Et puis après, la troisième fois, je me suis dit, et si je l'enregistrais, je le mettais à chaque fois. Voilà. Et jingle de début et de fin? Oui. Ok. Oui, Moi, je perds un peu de temps là-dessus parce que pour le coup, alors le jingle musical, c'est toujours le même et j'ai eu la chance d'avoir une amie hyper talentueuse qui l'a créé, qui était vachement inspirée des jingles un peu what the fuck de Nova, que j'aimais beaucoup. Et en ce qui concerne l'intro de l'épisode, je reprends une pratique qui est dans, je ne sais pas quel podcast d'ailleurs, mais une pratique qui consiste à reprendre le commentaire qui a été donné sur Apple Podcasts. Quand les gens mettent 5 étoiles et un commentaire, il y a un joli commentaire et l'idée c'est de mettre en lumière et de les remercier et aussi d'inviter d'autres à laisser des commentaires. Donc du coup, je réenregistre à chaque fois, ce qui me prend un temps en plus. Mais comme je réenregistre dans tous les cas l'intro de l'épisode, donc l'intro de l'invité, je le fais en même temps. J'ai pas l'impression, enfin c'est pas indolore, mais presque. Après, ça fait partie en fait de comment toi tu as monté ton podcast de base. Et ça, je crois que ça fait partie des bonnes pratiques de parler de mentionner, en tout cas ces commentaires. Ça fait vraiment remonter le podcast dans les recherches, d'avoir beaucoup de commentaires sur Apple Podcasts et des notes, les 5 étoiles, quoi. Ok. Moi, pour ma part, j'ai juste enregistré la conclusion. Et puis l'intro, je la refais à chaque fois avec une petite musique que j'ai chopée à l'île de droite. Mais j'ai pas de jingle particulier. Ok. Du coup, on va passer à l'interview. Et d'ailleurs, il y a une question sur est-ce que vous envoyez la version finale de l'interview avant la publication à la personne que vous avez interviewée? Oui, je l'ai fait une fois, plus jamais. Pardon. Je le faisais au début et puis je me rends compte à chaque fois que je termine pile au moment où je veux publier le podcast, donc je l'envoie en même temps. Ouais, c'est ça. Ok. Et toi, Noémie, tu l'envoies tout le temps? Moi, je suis un peu plus baby vu que j'ai que 4 épisodes, mais pour l'instant, oui, je l'ai envoyé à chaque fois, mais j'ai pas eu de feedback qui m'a contrainte à le recommencer. Donc, mais peut-être que dans quelques épisodes, je serai quand même vous. Parce qu'en plus, tu as l'air un petit peu. Enfin, si tu envoies l'épisode et que la personne te dit non, je trouve ça naze, je veux pas que tu le publies, tu te retrouves un peu. Tu pleures. Un peu entre. Tu sais pas trop quoi faire. Alors que si tu l'envoies en même temps, c'est un peu trop tard pour qu'ils te disent. Enfin, le but, c'est pas non plus de. Le mettre devant le fait accompli. Ouais, non, c'est d'être cool avec ton invité. Mais bon, si tu fais du bon taf, il y a peu de chances que la personne te dise non, je veux pas que tu le publies. Donc, en même temps. Je demande en fin d'interview quand même. Je demande en fin d'interview parce que je dis en début d'interview, j'aimerais que cette conversation soit une conversation comme s'il n'y avait pas de micro, puisque c'est aussi l'objet du podcast. Par contre, si à la fin de l'interview, l'interviewé me dit je t'ai parlé de ça, mais en fait, je suis pas hyper à l'aise. C'est arrivé avec le tout premier mec que j'ai publié, qui est Zday, le street artist qui est passé de la finance au street art. C'était un ancien graffeur et il a fait tout un laïus sur le graffiti et sur ce que ça représentait pour lui, qui était genre une espèce d'ego trip. Enfin, il clashait un petit peu les graffeurs et il s'est rendu compte que c'était quelque chose qui pouvait porter atteinte à son image, parce qu'en fait, les graffeurs, c'était quand même des potes, même s'il était devenu street artist. Je ne sais pas si la nuance est très claire, mais en tout cas, c'est poser la question à la fin de l'exercice. S'il y a des sujets sur lesquels j'en ai parlé, mais en fin de compte, je ne suis pas hyper à l'aise avec ça, ou en tout cas, la manière dont j'en ai parlé, je ne sais pas trop. Ça fait sens. Mais souvent, on le sent. De toute façon, si on attaque un point, enfin, entre guillemets, si on attaque un point un peu trop sensible, on le voit très vite, vu qu'on a la personne en face de nous, on lui dit moi, effectivement, j'ai déjà eu 2-3 fois où
j'ai senti que la personne n'était pas à l'aise et du coup, tu changes de sujet et tu peux supprimer quelques passages, effectivement. Mm. Et justement, du coup, comment vous débutez vos interviews? Je sais que quand on s'était appelé pour parler de cet atelier, on avait un peu parlé de ça et vous aviez chacun un peu vos méthodes et vous vous posiez aussi mutuellement les questions. Donc, ce serait sympa de partager avec les personnes qui sont là aujourd'hui. Ouais, je peux peut-être démarrer. Pour ma part, souvent, j'hésitais entre faire un début qui me mettait à l'aise, mais qui en même temps était très scolaire en revenant sur le parcours de la personne. Mais du coup, ma question initiale, si à chaque fois je demande à la personne dans quel contexte socio-familial elle a grandi, ça permet d'une part de creuser tout de suite un petit peu dans le perso et d'avoir des éléments qui sont différents de ceux qu'il y a sur Internet, généralement sur le parcours de la personne. Donc, question rituelle souvent, ou sinon j'alterne avec une citation. Donc, c'est souvent comme ça que je démarre le podcast. Parcours de la personne, ensuite son projet, ensuite des questions plus macro liées à son projet, et ensuite des questions un peu plus, des questions rituelles de fin d'épisode, un peu plus inspirationnelles, on va dire. Ok. Tu as une trame, quoi. Ouais, j'ai une trame que je garde à chaque fois, effectivement. Ça permet d'être bien à l'aise. Et puis même après, ta trame, en fait, tu la prépares, mais après, tu la regardes pas forcément. C'est juste plutôt dans le travail de préparation qu'elle est importante. Et puis après, comme ça, c'est en préparant le plus possible que derrière, tu es à l'aise pour justement pas la suivre. Ouais, d'où ce que tu disais sur le temps de préparation, tu mets un point d'honneur à avoir un bon taux d'information en début d'interview. Clairement, ouais. Et toi, Noémie, tu fais comment? Moi, du coup, on a eu cette conversation et Antoine m'a aussi interpellée là-dessus. Je commence toujours par leur parcours. Parce que en soi, au début, je me disais, c'est vrai que c'est rassurant. Et puis, je me disais, dans un podcast axé métier, ça faisait sens. Mais je suis en train de me demander s'il n'y a pas autre chose à faire, une question un peu plus fun à lancer pour commencer l'interview. Donc, à voir quand je pourrai sortir de chez moi. Toi, Kelly, par contre, tu fais... Je commence par... Ouais, j'entends. Je commence par le parcours en essayant de focaliser sur les chemins de traverse, donc ce qui les a fait bifurquer à un moment donné d'un projet à un autre, ou en tout cas j'essaye de trouver un moyen d'aborder le parcours différemment, un peu comme toi Antoine. C'est quelque chose que je fais pas depuis beaucoup d'épisodes. Je crois que dans les publiés, il y en a un ou deux qui sont concernés par ce truc-là. Mais je me suis rendu compte que sur 1 heure d'interview enregistrée, j'arrivais au contenu qui m'intéressait vraiment au bout de 20 minutes, peut-être une demi-heure. Et du coup, si pour moi, le contenu qui m'intéresse vraiment est au bout de 20 minutes, une demi-heure, qu'en est-il des auditeurs? Donc, se poser vraiment cette question-là. Après, les questions que je pose en général sont du coup sur ces citations ou des petites choses que j'ai réussi à dénicher pendant les recherches de la personne que j'interviewe, de l'invité. J'ai un set de questions fixes à la fin qui sont en général des questions assez perso, telles que quelle est ta plus grande peur, qu'est-ce qui est sacré à tes yeux, si un conseil pour des personnes qui cherchent à aligner le sens, en tout cas aligner leurs valeurs et le set de questions est hyper fixe. Et juste avant d'arriver à ce set de questions, j'ai une question insensée. Donc une question qui n'a pas de sens. Mais c'est ma petite phase de transition pour arriver au set de questions fixes. Ok. Et du coup, je rebondis sur la question de Laurent dans le chat. Y a-t-il une bonne durée d'interview? Je suis pas sûre. Je crois qu'il y en a qui adorent écouter les podcasts de... C'est Tim Ferriss qui fait 2-3 heures. Moi, je trouve ça hyper long. Mais ça m'arrive quand même de les écouter. Après, je pense que ça dépend du sujet. Ça dépend vraiment du sujet. Toi, par exemple, c'est combien de temps? Pardon. Moi, c'est plus ou moins 1 heure. Vas-y, Antoine, pardon. Non, mais moi, c'est pareil, c'est plus ou moins 1 heure, mais de temps en temps, c'est aussi le point qu'on avait la dernière fois, c'est que tu as des invités qui te donnent plus que d'autres, quoi. Tu en as qui sont vraiment plus prêts à jouer le jeu que d'autres, et de temps en temps, au bout de 35 minutes, tu es un peu en mode, ok, c'est cool, mais voilà, je vois que j'ai du mal à creuser, je pense qu'on a fait le tour, et au bout de 35 minutes, ça peut être bouclé, alors qu'il y en a, au bout d'1 heure et demie, tu as envie de discuter encore pendant 2 heures. Mais ouais, c'est plus ou moins 1 heure en moyenne. Noémie, toi, c'est plus court.
Ouais, moi j'ai voulu faire plus court. Après, c'est vrai que c'est frustrant parce que souvent j'ai envie de passer plus de temps, mais j'avais envie de faire un format un peu snackable. Du coup, bon, c'est un peu égoïste, mais si j'ai envie de passer plus de temps et que j'ai plus de questions, ça finit en verre au bar à côté. Ouais, c'est plutôt, pour moi, c'était plutôt privilégier un temps court parce que je me dis que les gens n'ont pas forcément sur un podcast métier, pas forcément envie d'écouter pendant 1 heure. Vous, c'est beaucoup plus inspirant, Kelly et Antoine, mais du coup, sur le mien, je me suis dit qu'il fallait maintenir ça en short and sweet. Ok. Et il y a une question sur comment réaliser un podcast en plein confinement. Ouais, justement, j'allais vous partager un article On l'attend, celle-là, qui a la été, solution. il y a un article qui a été écrit sur Medium par Mathieu Stéphanie, Ah oui. le fondateur de Cosa Vostra, qui fait le podcast Génération Do It Yourself. En gros, il y a un logiciel sur lequel tu te connectes en même temps que ton invité, ça enregistre le podcast. Du coup, voilà le lien vers le Medium qui explique comment le faire. Trop bien, merci Antoine. C'est parfait, j'ai 2 interviews programmées pour la semaine prochaine et je n'avais pas encore fait mes recherches. Mais c'est ce que je me disais parce que justement, j'ai regardé un peu les podcasts hier, Vlan, Mathieu Stéphanie avec Do It Yourself, etc. Et il y a spécial confinement et j'étais là, bah dis donc, est-ce que on a une conversation téléphonique ou comment ça se passe au niveau de la qualité des échanges Et du coup, bah, c'est cool à savoir. Ouais, ça fonctionne très bien. Bon, je pense qu'on entend quand même la différence et on sent que c'est pas. Bah, surtout, je pense qu'il est un peu, c'est que troublant, c'est que tu vois pas la réaction de la personne en face, quoi. Tu vois pas les réactions. Ouais, Ouais, donc tu sais pas si ta question, elle le met la personne un peu mal à l'aise. Enfin, du coup, tu as plein d'infos que tu n'as pas, justement, pour adapter tes questions. Donc, Parce que tu as toute une partie ouais, c'est clair. Ouais, visuelle quand tu interroges la personne. ou sinon, tu peux mettre en place une visio en plus, en parallèle, mais ça, c'est bien compliqué. bien Alors, logistique. ok. Et au niveau des interviews, je crois que j'avais fait le tour des questions. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre dans le chat. Et retraitement. Oula. Je suis en train de regarder les questions sur le chat. Ouais, je survalide l'utilisation de Canva pour l'identité visuelle puisque pour le coup, ça permet de faire tout ce qui est possible et imaginable. Tous mes visuels, surtout les quotes, je les prépare dessus. Je télécharge tout. Ah, ça, c'est un bon trick pour gagner du temps sur la publication des réseaux sociaux. Ou en tout cas sur le format que j'utilise. Donc, j'ai à chaque fois une photo insensée ou bien la photo de la personne que j'interviewe. Que je mets en page avec le petit logo d'Insensé. Et les autres types de publications, c'est des citations, soit des invités, soit des citations que je trouve inspirantes. Et je prépare tout à l'avance, en fait. Donc, je télécharge une vingtaine ou une trentaine de visuels et une vingtaine ou une trentaine de quotes. Je mets tout sur mon téléphone et si je suis en pause, si je suis je sais pas, en train de fumer une clope, je commence à mettre en brouillon sur Instagram ces visuels-là, histoire que on n'a pas tous les jours l'inspiration pour créer des contenus sur les réseaux sociaux, ou en tout cas, c'est pas mon cas. Du coup, ouais, ça me permet de gagner du temps et de garder quand même de la flexibilité, c'est-à-dire je programme pas les posts, mais ils sont tous en brouillon et prêts à être envoyés, quoi. Ok. Tac. Et je rebondis sur une question d'Antoine qui demande le ROI financièrement, si ça rapporte quelque chose, un épisode de podcast. Ça rapporte, tu commences à avoir beaucoup d'écoutes. Je crois que c'est Mathieu Stéphanie qui disait que tu pouvais commencer à le vendre 80 € pour 1000 écoutes. Mais c'est quand ton podcast commence à être connu, quoi. Lui, il le fait en l'occurrence. Pour ma part, je ne peux pas le faire encore. C'est vrai que j'ai mentionné le ROI. Enfin, pour moi, ROI, c'était plutôt pas forcément monétaire. Ceci dit, tu peux monétiser ton podcast si tu arrives à trouver des clients pour le sponsoriser. Et typiquement, Inspiration Créative avec Valentin, ils ont plusieurs sponsors. Je ne sais pas combien ils se font payer, en revanche, je pense que c'est secret. Mais quand je disais ROI, en fait, je pensais plutôt à moi, typiquement, mon objectif, c'est de créer une communauté. Et donc, du coup, ce que je vais regarder, c'est plutôt un KPI, un ROI, mais c'est le nombre d'abonnés à la newsletter chaque semaine. Ok. Moi, en ce qui me concerne, je ne suis pas du tout sur un ROI financier non plus.
C'est un peu comme ce que disait Antoine en début d'interview. C'est une excuse pour passer du temps avec des personnes et être assis, avoir une conversation qui a du sens, enfin une conversation assez perso. J'ai passé une matinée entière avec Alice Zaguri sur mon canapé à refaire le monde, en plus d'enregistrer un podcast. Et ces moments-là, ils sont assez précieux parce que du coup, tu explores beaucoup de sujets qui sont pas d'ailleurs que au niveau du podcast, mais en tout cas, mon ROI, il est plus là-dessus, sur des rencontres qui sont pardon, les deux sont en même temps, ça devient compliqué. Donc ouais, le ROI est plus sur le fait de pouvoir avoir cet espace-là. Et c'est ce qui me permet aussi d'enclencher des conversations avec des personnes avec qui je vais pouvoir travailler dans d'autres contextes, pour d'autres projets. C'était un peu la même chose, toi, Antoine? Ouais, non, très clairement. Au niveau du ROI, la question de Thomas, ça vous rapporte quoi professionnellement les podcasts? Ça apporte vraiment du réseau, vraiment, vraiment. Moi, je sais aussi que j'essaie de joindre, en gros, quand j'invite des invités sur mon podcast, le but, c'est aussi après que je puisse les inviter, parce que je co-dirige une asso qui s'appelle Civil Impact, donc c'est un incubateur politique, on fait des formations. Et l'intérêt, c'est que la plupart des gens que j'interviewe sur le podcast, maintenant, après, je leur propose d'intervenir lors des formations. Donc, c'est vraiment du réseau, quoi. C'est pouvoir développer des synergies entre ta vie, ton podcast et ta vie pro à côté. Et très clairement, derrière, pour bosser dans l'entrepreneuriat social, si tu as pu interviewer tous les acteurs principaux de l'entrepreneuriat social à Paris, ça va aider quand même. Clairement. Ouais, peut-être un dernier truc, moi, ce que je kiffe aussi, c'est, non, t'inquiète, c'est le fait d'apprendre à faire un truc. Et au final, quand tu te lances et que t'as aucune idée de comment faire un podcast et tout, je trouve ça assez cool, tout ce processus d'apprentissage, de test and learn. T'en ressors avec pas mal de nouvelles compétences. Et ça aussi, c'est un ROI au final. Ouais, c'est un side project qui est quand même hyper global sur la façon déjà t'interagis avec les gens, tu vas démarcher. Après, tu as une partie technique, tu as une partie communication, tu as une partie Poser réseau. les bonnes questions aussi, je pense. Enfin, le travail au niveau des questions, c'est un peu un travail journalistique, même si moi, je sais que j'essaye pas du tout de coincer mes invités. Mon rôle, c'est plutôt de les mettre en lumière. Mais poser les bonnes questions pour aller découvrir des recoins de leur vie qui sont pas forcément accessibles ou évidents. C'est un vrai travail. Et pour chaque invité aussi, je sais pas à quel point ils sont divers dans les industries dans lesquelles ils sont, mais chaque recherche, c'est un apprentissage dans le sens où chaque invité est dans un écosystème différent. Donc, on va apprendre aussi de leur univers en faisant des recherches sur eux ou en enregistrant. Et tout le monde va faire des podcasts là. Il y a déjà suffisamment de monde, venez pas à la concurrence. C'est ça. Comment on se fait une place après, voilà, c'est sûr que c'est un milieu où il y a énormément d'offres, etc. Mais comment on le vit en tant que owner d'un podcast, de se dire il y a une montagne de contenu. Comment vous arrivez à garder cette résilience dans vos projets? Là, on rebondira sur ce que disait Kelly, c'est pourquoi tu le fais aussi. Enfin, si tu le fais juste pour avoir des écoutes, ça ne fonctionnera pas. Moi, ce qui me motive, c'est que surtout, je kiffe et puis, c'est les gens. Déprimant. Ouais. Non, c'est juste que j'adore rencontrer les gens et qu'il y a tellement de gens encore sur ma liste que j'ai envie de rencontrer que je ne peux pas abandonner maintenant. Et pour rebondir peut-être un peu sur la question d'Antoine, comment convaincre les gens de venir sur le podcast, maintenant que moi, personnellement, j'ai eu des invités, je mets le nom des invités les plus connus dans mes mails en disant, bah voilà, lui ou elle est venu, donc pourquoi toi, tu ne viendrais pas? Je pense que c'est une bonne manière de motiver les gens à venir. Noémie, comment tu convaincs, toi? C'est par rapport... non, mais je voyais justement Sandra qui disait est-ce que vous avez un objectif d'audience ou pas et tout. Moi, vraiment, l'objectif du podcast, c'est pas du tout le volume ou la notoriété et la fame, si je ne dirais pas non la célébrité, mais l'idée, c'est plus de créer une communauté de content marketeurs. Donc, en fait, je cherche une audience qui est assez qualifiée, avec qui je peux partager des bonnes pratiques, avec qui je peux potentiellement collaborer sur des missions, etc. Donc, je suis plus sur l'audience qualifiée que sur le volume.
Et après, pour se distinguer, si c'était la question, franchement, je vous dirais ça quand j'aurai plus que 4 épisodes sous la ceinture. Mais je pense en fait, personnellement, sur le content marketing, au final, le marketing, il y a quelques podcasts, mais il n'y en a pas tant que ça. Et sur le content, il y a encore très peu d'efforts qui ont été menés. Et surtout, en fait, il y a peu de podcasts qui donnent la parole aux content marketeurs. Donc, je me suis dit que c'était un bon axe édito. Et juste un point à rajouter sur comme quand on démarche les gens pour qu'ils viennent sur le podcast, c'est comme quand tu es sales en startup pour le coup. Moi, il y en a que j'ai relancé peut-être 10 ou 15 fois avant qu'ils me disent oui. Tant que tu n'as pas eu un non, tu harcèles la personne. Franchement, moi, c'est le directeur de Reporters sans frontières, je pense que je lui ai envoyé 15 messages, je l'ai harcelé. Et à la fin, quand je l'ai vu, je me suis dit, mais en fait, il va pas être agréable durant l'interview, mais il était trop sympa. Peut-être le côté convivial de la chambre d'hôte, mais sans les contraintes. C'est déjà qui a gâché la fin là. Il y a un fond sonore. Je te l'avais dit. C'était toi, Antoine. La télé s'est déclenchée toute seule. C'est très mystérieux comme petit voix. Alors. Tout le monde va savoir que je regarde Bienvenue chez nous. Putain. Non, mais vraiment, blague à part, n'hésitez pas à relancer les personnes 15 fois, franchement. Tant qu'ils n'ont pas dit non, ne lâchez pas. Et même quand ils disent non, et le relancer 2-3 mois après en disant est-ce que tu n'as pas changé d'avis quoi. Ouais, parce que justement, tu as Marie-Lise qui demande combien de temps tu espaces tes demandes de contact. Qui relance. 3-4 jours. 3-4 jours. Comme en sales, quoi. Comme en sales, ouais. Exactement. Mais du coup, Léa, je me rends compte que j'ai répondu complètement à côté. Moi, je pensais convaincre les auditeurs d'écouter le podcast. Mais sur les invités, du coup, si c'est encore... Ouais, mais remarque, ça répond aussi à la même chose. Enfin... ouais, en tout cas, les invités, moi, j'ai commencé par mon réseau. Je suis allée justement dans la communauté Lyon. J'ai regardé qui faisait du marketing, du storytelling. Et en fait, j'essaye de privilégier les gens avec qui j'ai un... Mon premier invité, Jérémy, qui est copywriter chez Deezer, c'était un des meilleurs potes d'un de mes meilleurs potes. Et je l'ai rencontré en soirée et je l'ai pitché en soirée. Donc, typiquement des trucs comme ça. Et toutes les occasions sont bonnes pour pitcher le podcast et trouver des invités. Moi, je ne sais pas trop quoi dire sur les invités parce que je n'ai pas une grande difficulté à convertir. Après, je ne pense pas taper dans des personnes qui ont une notoriété qui les rendent complètement inaccessibles, ou en tout cas pour l'instant. J'ai un go, mais pas pour tout de suite. Et donc, du coup, c'est juste une question de fixer la date. Donc, il peut y avoir des allers-retours là-dessus. Et je voulais dire autre chose. Excusez-moi, j'ai oublié. Voilà. Pas de souci. Après, ce qui serait intéressant aussi de savoir, c'est vous inspirer de certains podcasts, que ce soit sur la forme ou sur le fond, ou plutôt par, je sais pas, des articles, des livres. Est-ce que vous auriez des petits tips niveau ressources? Allez, je commence. Le podcast qui m'a un peu fait démarrer, c'était Nouvelle École. Nouvelle École, qui n'existe plus, enfin qui s'est arrêté depuis. Mais j'ai commencé à être compte podcast dès les premiers épisodes de Nouvelle École. Et j'aimais beaucoup le côté très « Ah ouais, mais pourquoi ?» Très naïf en fait, qui va creuser... Ça coupe. Et à la intuitive, elle serait bien rentrer là-dedans. Après, sur les podcasts que j'écoute, moi, c'est des trucs qui n'ont aucun rapport avec c'est pas forcément des interviews, c'est d'autres types de contenus. Donc, genre les pieds sur terre, qui est un peu perché, ou des choses plutôt engagées autour des femmes, voilà, qui n'a rien à voir avec la quête de sens ou des interviews one-to-one. Ok. Et vous? Moi, j'ai commencé les 2 premiers podcasts que j'ai écoutés, c'est ceux qui m'ont grave marqué et que je kiffe. Et c'est des podcasts pas du tout business. Il y avait 99% Invisible. Ah, vous m'entendez plus? C'est bon? Si. Ok. Donc 99% Invisible, c'est un podcast qui en fait qui prend des petits sujets un peu comment dire inattendus. Par exemple,
la végétation du Colisée à l'époque romaine, donc en fait, où dans un lac du Canada, un vaisseau de l'armée américaine a été coulé parce qu'ils ont fait des tests sur est-ce qu'ils pouvaient créer un vaisseau en glace pour éviter de se faire couler par les Allemands pendant la Seconde Guerre mondiale. Et en fait, du coup, le mec fait un travail d'investigation journalistique sur le sujet et c'est toujours super bien raconté. Donc, c'est une prouesse de storytelling. Et le podcast Serial, j'ai dit trop mal, Serial, qui est le podcast d'une journaliste d'investigation criminelle qui va enquêter sur un meurtre qui a eu lieu il y a 20 ans. Un mec qui a été mis en prison pour avoir assassiné sa petite amie. Et en fait, du coup, 20 ans plus tard, avec ce podcast, elle a questionné le verdict. Et le mec, d'ailleurs, je crois qu'il a été libéré il y a 1 an. Et le podcast est incroyable parce qu'elle suit l'histoire, elle va réinterviewer les gens, etc. Et plus récemment, j'ai écouté Tuk Tuk, qui est le podcast de Valentin Decker et Alexis Minchella, qui se sont lancés pendant leur voyage en Asie. Ils avaient lancé un road trip là, de quelques mois, mais ils ont dû rentrer à cause de la situation. Et c'était un podcast où ils parlaient un peu de leur quotidien, de leurs idées business, etc. C'est vraiment un super podcast, très nature et j'aime beaucoup. Cool. Pour ma part, Génération Do It Yourself, franchement, il est très très bien. Supplément d'âme est vraiment cool sur l'entrepreneuriat social, même si c'est vraiment trop trop bien. Il y a la leçon, et sinon, il y a tous ceux de Nouvelle Écoute qui sont trop bien. Vieille Branche est vraiment trop trop cool. Ils interviewent des personnes depuis 15 ans, je crois. Et il y a eu Henri Leclerc, il y a eu Edith Cresson. Franchement, Vieille Branche est vraiment très très cool. Et ceux sur l'économie aussi, par exemple, Splash est vraiment très bien. Ah, je me demandais, ouais. Je l'avais vu. Splash, il y a Programme B aussi, enfin, ceux de Nouvelle Écoute, de Louis Média ou de Slate, franchement, français, ils sont bien. Trop cool. Ouais, j'aime bien aussi. Oh, ça coupe. Tu disais quoi? Pardon, je disais, j'aime beaucoup celui qui s'appelle Émotion de Louis Média aussi, qui va diguer les émotions en long, en large et en travers. Trop bien. Écoutez, moi j'ai fait le tour de mes petites questions, c'était cool. On a eu pas mal d'échanges. J'espère que pour tous ceux qui ont suivi, vous avez appris des petites choses et n'hésitez pas à poser vos dernières questions avant qu'on termine ce petit visio tous ensemble. En tout cas, je ferai un petit récap sur Mixlab pour que vous ayez toutes les infos. Et normalement, ça a été enregistré. J'ai juste oublié un tout petit peu moment au début. Et du coup, si c'est possible de l'avoir en enregistrement et d'en faire quelque chose, je vous dirai. Mais en tout cas, les gens ont l'air contents. Donc, c'est cool. Si vous voulez tous mettre votre caméra, comme ça, on fait une photo. En ce moment, on fait ça chez Lyon. Maintenant, dans une semaine, tout le monde aura fait ça. On ne fera plus, mais pour l'instant, c'est trop cool. Moi, je veux de voir les têtes de tout le monde. Tout le monde se recoiffe. Allez. Alors, je vais faire la première slide de personne. On sourit tous. 1, 2, 3. Soleil. Et le deuxième partie, parce qu'il y a plein de monde. On sourit. 1, 2, 3. Soleil. Ok, trop bien. C'était trop cool en tout cas. Voilà. En tout cas, Kelly, Antoine et Noémie sont sur le Slack de Lyon. Donc, vous pouvez aller leur envoyer directement des messages. Vous pouvez aussi vous abonner à leur chaîne de podcast et dévorer leur podcast. Et mettez 5 étoiles et un commentaire. Voilà, c'est ce que j'allais dire. Et aller mettre des commentaires. Et voilà, n'hésitez pas à me donner aussi vos feedbacks sur ce premier focus podcast. Si vous avez des idées pour les prochains qu'on pourrait faire. Voilà, il y a plein de ressources chez les Lions. Il y a plein de talents. Il y a plein de projets qui sont créés. Donc moi, je suis contente de mettre aussi un peu, de permettre à tout le monde de partager ses best practices. Et si vous avez des retours sur les différents podcasts, si vous êtes amené à les écouter, on en parlait en fin de préparation la dernière fois, mais n'hésitez pas à nous faire des retours sur ce que vous aimez, ce que vous n'aimez pas, ou même des personnes que vous auriez en tête qu'on pourrait inviter. Enfin, c'est aussi la force de la communauté qui permet à un podcast d'exister, quoi. Donc, on est hyper preneurs.
Yes, vous allez tous mettre des petites étoiles. Non, en tout cas, c'était très cool. Je vous souhaite une très bonne soirée, un très bon week-end à tous. Et puis, vous allez voir, avec Lyon, on sort encore plein de webinaires sur les prochaines semaines. Donc, n'hésitez pas à regarder un peu ce qui se fait, les activités, ce que vous avez envie de suivre et à me faire vos retours aussi. Voilà, je vous souhaite une bonne soirée. Merci à Kelly, Noémie, Antoine. C'était trop cool. Enfin, moi, personnellement aussi, ça m'a servi pour diguer un peu le sujet. Donc, trop cool. Merci. Merci, salut. Bonne soirée. Bye Ciao, bye. ciao.